Bonjour, alors je vais vous présenter ici le module de remise à niveau FIS 2021 qui concerne la formation par les compétences. Il se trouve que ce module a le même programme que la formation de base pour l'enseignement par les compétences du stage FIS. Donc vous pouvez voir ce module simplement en remise à niveau ou parce que vous êtes en stage de formation instructeur. Alors on va parler des compétences. Et les compétences, ça vient d'où? Alors, on s'est aperçu que être un bon pilote, c'était absolument nécessaire, bien évidemment, mais ce n'était pas suffisant. Ça vient au début de l'aviation commerciale, quand les compagnies aériennes ont commencé à analyser les incidents et les accidents qu'ils avaient, à faire des enquêtes. Ils se sont aperçus que, effectivement, d'être bons pilotes, ils avaient des bons pilotes, en général des bons manœuvriers, c'était des anciens pilotes militaires, mais ils sont aperçus que il y avait des comportements qui étaient inadéquats, soit avec le reste de l'équipage, soit vis-à-vis de la sécurité des vols. Alors ça a débuté, cette formation par les compétences, ça a débuté avec l'aviation commerciale. En fait, quand ils ont commencé à l'époque à analyser leurs incidents et leurs accidents, ils se sont aperçus que d'avoir des bons pilotes, ce n'était pas suffisant. Ils avaient des bons pilotes qui étaient en général des bons manœuvriers, c'était des anciens pilotes militaires, mais ils avaient des comportements qui n'étaient pas adéquats vis-à-vis du reste de l'équipage ou vis-à-vis de la sécurité des vols, puisque ces pilotes-là étaient habitués à transporter des mitrailleuses ou des bombes, et donc le niveau de sécurité des vols pour le transport des passagers n'était pas le même. Savoir piloter, c'était bien, mais c'était absolument nécessaire, bien sûr, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aussi avoir un comportement adéquat, c'est-à-dire avoir une conscience de la situation et de prendre des bonnes décisions surtout. Donc on voit ici qu'il y a trois types de compétences qui sont codées avec des couleurs. Il y a le savoir qui correspond à la théorie, les connaissances théoriques, le savoir-faire qui correspond au pilotage et aux procédures, et le savoir-être qui correspond au comportement. Et toutes ces parties des compétences sont importantes et sont nécessaires pour être un bon pilote. Alors, en tant que pilote de planeur, en général, on est considéré comme étant des bons pilotes. C'est du pilotage pur, le planeur sans moteur. Mais d'être bon pilote, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir prendre les bonnes décisions. Quand on est en planeur sans moteur, eh bien, il faut être en permanence à l'affût de tout ce qui se passe, de tous les paramètres, et de prendre les bonnes décisions pour rester en vol, et puis surtout rester en vol en sécurité. Choisir le bon cumulus, le bon axe en fonction du vent. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, en permanence, on doit prendre des décisions et prendre des décisions qui sont dans le sens de la sécurité des vols. Donc ça s'éduque. Donc, on va voir ça dans une vidéo et on va détailler tous ces points-là juste après. On entend de plus en plus parler de formation par les compétences ou CBT, Competency Based Training. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'un programme de formation. Le programme ne change pas fondamentalement. C'est une approche différente de la méthode pédagogique. Notre méthode pédagogique actuelle consiste à former nos élèves à restituer essentiellement des exercices de pilotage et de noter la restitution brute de ces exercices, c'est-à-dire réussi, en cours d'acquisition ou non acquis, par la position d'une croix plus ou moins complète dans une case. Au niveau de la notation, cette nouvelle méthode pédagogique par les compétences consiste non plus à noter le résultat brut de l'exercice réalisé, mais plutôt les connaissances, l'habileté, le cheminement de pensée et les décisions prises par le stagiaire qui ont conduit à la réussite ou à l'échec de cet exercice. Le hasard a la volonté de mettre cette méthode en service pour l'aviation générale. Beaucoup de nos instructeurs travaillent déjà dans cet esprit. L'enjeu est de mettre en place cette méthode pour qu'elle soit appliquée systématiquement. Nous allons donc bientôt l'utiliser dans la formation de nos pilotes de planeurs. C'est pourquoi nous allons ici détailler les grandes lignes des changements que cela va apporter. Pour commencer, définissons quelles sont les qualités nécessaires à un pilote de planeur pour voler en sécurité. L'étude des accidents nous révèle que de savoir piloter n'est pas suffisant pour assurer la sécurité d'un vol. L'habileté est nécessaire, certes, mais ne suffit pas. Une grande partie de la sécurité du vol provient également du comportement du pilote et de ses connaissances. Globalement, un pilote de planeur doit répondre aux trois critères suivants. Le savoir, qui correspond aux connaissances, le savoir-faire, qui correspond à l'habileté, et le savoir-être, qui correspond au comportement.
7 compétences ont été définies et classées dans ces domaines. Une seule compétence représente le domaine du savoir. Elle a été nommée connaissance, CNS. Elle regroupe l'ensemble des savoirs indispensables en privilégiant le caractère opérationnel. Dans le domaine du savoir-faire, il y a 2 compétences. Le pilotage, PIL, qui représente l'aptitude à piloter avec précision et sécurité, et le respect des procédures, PRO, qui représente l'aptitude à connaître et respecter les différentes consignes et procédures en vigueur. Enfin, dans le domaine du savoir-être, il y a 4 compétences. La conscience de la situation, COS, qui représente la capacité à percevoir le niveau de risque lié à chaque phase de vol. La gestion de la charge de travail, GES, qui représente la capacité à gérer les priorités. La communication, COM, qui représente la capacité à bien échanger avec les autres. Et la décision, DEC, qui représente la capacité à choisir entre différentes options et à mettre en œuvre une décision. Ce sont ces compétences que cette nouvelle méthode va nous demander d'analyser et de reporter sur la fiche de progression en plus du résultat brut de l'exercice. Prenons un premier exemple pour illustrer le propos. À l'issue d'un vol, un élève réalise une PTL. L'instructeur doit intervenir car le stagiaire va se retrouver en finale avec un plan beaucoup trop faible. Notre travail consiste à déterminer ce qui se cache derrière cette arrivée trop basse pour corriger le problème. Instinctivement, c'est ce que fait tout bon instructeur. Mais avec cette nouvelle méthode, il va falloir décortiquer un peu plus les raisons de l'échec, isoler parmi les 7 compétences répertoriées celles mises en cause, et reporter cette analyse sur la fiche de progression. Pour cela, le questionnement lors du débriefing sera primordial. En effet, pour un même résultat, ce plan trop faible en finale, les causes peuvent être diverses. Listons-en quelques-unes. L'élève ne sait pas construire son tour de piste en partant du point d'aboutissement qu'il a choisi. La compétence mise en cause dans ce cas est la connaissance. L'élève a une mauvaise utilisation des aérofreins. La compétence mise en cause dans ce cas est le pilotage. L'élève n'a pas pris en compte la force du vent et il a viré comme d'habitude. La compétence mise en cause dans ce cas est la conscience de la situation. Ou encore, l'élève qui avait l'habitude d'être guidé par l'instructeur n'a pas viré en base de sa propre initiative. La compétence mise en cause dans ce cas est la décision. Cela peut être aussi dû à une mauvaise gestion de la charge de travail. Si par exemple l'élève s'est concentré sur ses messages radio au détriment du pilotage ou du respect de la trajectoire. On voit bien ici qu'en fonction de la compétence mise en cause, le traitement du problème ne sera pas le même. La simple répétition des tours de piste ne réglera pas tout. Comme cela a déjà été dit, il est très important de réaliser un bon débriefing avec un questionnement qui aidera à clarifier la situation. Prenons un autre exemple, avec ce que pourrait être l'analyse du comportement d'un élève lors d'une treuillée, en ciblant les différentes compétences concernées. L'élève ne connaît pas les procédures de sécurité associées à la treuillée. La compétence mise en cause ici est la connaissance. L'élève n'a pas respecté les procédures de sécurité associées à la treuillée, comme par exemple la main sur la poignée jaune au décollage. Mais au questionnement lors du débriefing, on détermine qu'il les connaissait. La compétence à travailler ici est le respect des procédures. Rotation trop violente, mauvaise tenue de l'inclinaison ou mauvaise gestion de l'assiette. Il s'agit ici bien sûr du pilotage. Pas de rigueur dans les communications avec l'autre œil. Il faudra améliorer la compétence de communication. Suite au questionnement après une manœuvre inappropriée, on s'aperçoit que l'élève n'a pas conscience des limites et des menaces qui pèsent sur la treuillée. Il faudra alors travailler la conscience de la situation. L'élève consacre une grande partie de son temps et de son attention à des tâches subalternes, en délaissant les actions prioritaires.
il faudra améliorer la gestion de la charge de travail. Suite à une anomalie constatée juste avant le départ, l'élève ne prend pas l'initiative d'interrompre la procédure. La compétence à développer sera la décision. Quelles que soient les compétences détectées en défaut lors de cette treuillée, actuellement la notation de l'exercice serait représentée par des croix incomplètes sur la fiche de progression, ce qui ne donne pas d'informations pertinentes sur ce qu'il faut perfectionner. Le but prioritaire d'une formation est de rendre notre stagiaire capable de voler en sécurité. Comme cela a déjà été dit en introduction, l'analyse des accidents montre que la qualité du pilotage ne suffit pas à assurer un haut niveau de sécurité. Le savoir-être et le comportement du pilote, qui sont également appelés ses compétences non techniques, doivent être pris en compte. L'instructeur doit donc mettre en lumière le niveau de ses compétences pour que l'élève pilote connaisse ses forces et ses faiblesses, de façon à ce qu'il prenne ses décisions en conséquence. Cette nouvelle approche de la méthode pédagogique permettra à nos stagiaires de progresser dans tous les domaines et pas seulement en pilotage. Merci de votre attention. Alors, vous avez vu dans cette vidéo que la commission de formation a retenu 7 compétences pour le pilote de planeur. Elles sont repérées avec des couleurs et des sigles. La connaissance en jaune, le pilotage et les procédures, c'est du savoir-faire, c'est en bleu, et le savoir-être en vert, avec la conscience de la situation, la gestion de la charge de travail, les communications et les décisions. Donc, en ce qui concerne l'instructeur, il y a 2 choses qu'il va falloir qu'on fasse avec notre stagiaire. C'est d'abord être capable d'évaluer ses compétences et surtout, et ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de développer ses compétences. Évaluer les compétences d'un stagiaire, c'est relativement facile avec un coup de simulateur ou un vol. On arrive assez facilement à voir s'il pilote bien, s'il prend des bonnes décisions, s'il a une bonne conscience de la situation. Par contre, prendre un stagiaire de zéro et le former à toutes ces compétences, les 7 là, eh bien, c'est quand même un travail assez compliqué et il faut une méthode. Si on n'a pas une bonne méthode, eh bien, on aura beaucoup de mal à réaliser cette formation. Alors, comment faire en pratique? Eh bien, on va utiliser notre memento de l'instructeur et sur la page de gauche de chaque leçon, eh bien, on a notre petit guide des compétences. Alors là, vous voyez, ça traite, on est à la page 18 du memento, de la version 2 du memento. Avec la ligne droite, ce n'est pas la première leçon. Hein. Il y a eu déjà les références visuelles et les effets primaires des gouvernes. Et donc là, il faut que l'instructeur, avant de commencer sa leçon sur la ligne droite, eh bien, il regarde son memento, il regarde la partie gauche du memento et qu'il lise un petit peu ce qu'il y a dans les compétences. Il faut qu'il ait conscience des niveaux de compétences qu'il va falloir apporter à l'élève, en plus de la leçon de pilotage qui est expliquée, qui est détaillée en partie droite. Donc là, on est sur la ligne droite. Eh bien, jetons un petit coup d'œil, par exemple, à ce qui est de la COS, la conscience de la situation. Vous voyez, donc, avant de démarrer la leçon sur la ligne droite, on regarde et on lit « Donner des repères pour aider le stagiaire à s'orienter, à se situer par rapport à l'aérodrome ». Ça veut dire que bien qu'on va faire la leçon sur la ligne droite, eh bien, au milieu de la leçon, de temps en temps, on lui demandera à notre stagiaire « Bon, tiens, où est-ce qu'il est le terrain par rapport à notre position ?» On va arrêter provisoirement la leçon de pilotage sur la ligne droite et on va lui demander, tiens, le terrain, il est où? Et donc, comme c'est les premières leçons, on va l'aider. On va lui montrer les repères, les différents repères, les villages, les points caractéristiques, et on va lui apprendre à se repérer dans l'espace et à savoir toujours où est le terrain. On voit dans la conscience de la situation aussi enseigner le circuit visuel intégrant la surveillance des autres trafics. Pendant nos exercices de pilotage, eh bien, on va voir peut-être un planeur ou un autre qui sera dans un secteur de vol. Eh bien, on va continuer notre leçon et on va demander à notre stagiaire, tiens, alors le planeur qui était là-bas tout à l'heure, eh bien, est-ce que tu as suivi sa trajectoire? Est-ce que tu sais maintenant où il est? Donc, dès les premières leçons, comme ça, on va l'habituer à se renseigner sur ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire sa position par rapport au terrain et sa position par rapport aux autres aéronefs qui sont dans le secteur de vol. Donc, vous voyez, ça, c'est une première partie. Si on n'a pas pensé de lire ça avant de faire la leçon sur la ligne droite, ce n'est pas évident qu'on y pense. Hein. Voilà. Et si on regarde au niveau des procédures, par exemple, procédure en bleu, entraîner le stagiaire à respecter les procédures lors de la visite prévol, par exemple. C'est-à-dire que les premières leçons, l'instructeur il va systématiquement assister son stagiaire et faire des prévols, même si elle a déjà été faite. C'est important dans les premières leçons de systématiquement faire la prévol et surtout de donner du sens à cette prévol. C'est-à-dire que plutôt que de lui apprendre bêtement, tiens, il faut vérifier ça, ça, puis ça et ça,
il faut que chaque point de vérification, on lui fasse comprendre quel est le but de cette vérification et quel est le risque ou la menace si jamais on l'a fait mal, cette vérification, ou si on ne la fait pas. Par exemple, quand on arrive dans le planeur, on s'aperçoit qu'il y a une gueuse, par exemple, qui est restée du haut à l'avant. Donc, on va lui poser la question, bah, tiens, il y a une gueuse là, bon, toi, tu n'en as pas besoin, mais le fait qu'il y ait une gueuse, est-ce que ça peut poser un problème? Quelle va être la conséquence? Ou alors, le contraire, hein, toi, tu es léger et donc il faut que tu prennes une gueuse, mais si tu ne prends pas la gueuse, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, chaque point doit être bien expliqué pour qu'ils comprennent le but de cette vérification. Quand on arrive au niveau de la vérification de la batterie, bah, par exemple, la batterie, si elle n'est pas bien attachée, qu'est-ce qui risque de se passer? Bah, sur une turbulence, elle peut sortir de son logement, aller coincer les commandes, ou taper dans la tête du pilote, ou casser la verrière. Donc voilà, chaque point de la prévol, on doit lui expliquer quelle est la menace associée si jamais ça n'a pas été bien fait. En procédant de la sorte, notre stagiaire, on va lui forger une bonne conscience de la situation, des risques, et donc d'avoir un meilleur niveau en sécurité des vols. Voilà, donc pour chaque leçon, donc en partie gauche de la page, eh bien, on a ces compétences. On voit que là, sur les premières leçons, par exemple, on ne parle pas de décision. Hein, c'est trop tôt pour l'instant. On éduque à différentes compétences, mais pas à la décision. La décision, ça viendra plus tard. Maintenant, il y a quand même 2 points d'étape qui sont dans le mémento, c'est-à-dire c'était des points d'étape où il n'y a pas de leçon de pilotage. Il y en a une première de leçon d'étape qui est la page 28 du mémento. Elle se trouve après la leçon sur le virage. Et donc là, c'est un petit récapitulatif des différents niveaux de compétences qu'on doit déjà avoir à ce niveau-là de la formation. Vous avez un deuxième point d'étape qui se trouve être à la page 46. C'est juste avant les moyens de lancement, où il y a un nouveau point d'étape. C'est pas lié à une leçon, donc c'est simplement, on va faire le point, on va voir où est-ce qu'on en est dans la progression de la formation aux compétences uniquement. Alors, pour former aux compétences, eh bien, on a une méthode et donc des points à respecter. Donc, on va les lister ici, après on les verra en détail. Donc, d'abord, ça doit être quelque chose de progressif. Hein. On ne fait pas tout en même temps. On va petit à petit, on va détailler ça, petit à petit, on va former aux compétences en se servant donc de ce qui est marqué sur les parties gauches de chaque leçon du mémento. Il va falloir être opportuniste, c'est-à-dire profiter de certaines situations qui ne sont pas forcément prévues, qui n'ont pas été programmées, mais à chaque fois qu'il va y avoir une situation un peu particulière qui va permettre de développer la conscience de la situation et de faire prendre des décisions à notre stagiaire, eh bien, il faudra en profiter. Ensuite, il va falloir surtout utiliser la méthode. Hein. On a vu sur la progressivité un petit bonhomme là qui montait des marches. Eh bien, on retrouve ces marches ici. Hein. Et cette méthode, c'est petit à petit, c'est tout ce qui est marqué dans les pages gauche du mémento. L'exemplarité, il faut être exemplaire en tant qu'instructeur. Il faut toujours respecter les règles, ne faire aucune dérogation sur les procédures et montrer l'exemple. Il faut être exemplaire. C'est exactement ça. On va en parler un petit peu plus tard. Et on terminera par une petite conclusion. Voilà, donc ça c'est le programme de la formation par les compétences et on va regarder ces points les uns après les autres. On commence par la progressivité. Donc progressivité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tout faire d'un seul coup. On doit y aller petit à petit. Si on prend l'exemple de la formation à la ligne droite, eh bien, on va d'abord apprendre notre stagiaire, c'est du pilotage, hein, à détecter les défilements latéraux du repère capot et à les arrêter en pilotant. Ensuite, une fois qu'il sera capable de bien stabiliser son repère capot, eh bien, on va lui demander de faire une ligne droite vers un nuage, c'est-à-dire de mettre en pratique directement son pilotage pour effectuer une ligne droite. Ensuite, eh bien, plutôt que d'aller vers un nuage, on va lui demander d'aller vers un point sol. Donc, on va commencer à introduire les notions de dérive, de la courbe du chien. Et ensuite, eh bien, petit à petit, on va compliquer les affaires en demandant des trajectoires sol, soit une vente arrière, soit une pente, ou le suivi d'une route. Et comme ça, petit à petit, on ira jusqu'à la finale, qui est la ligne droite la plus compliquée, puisqu'il va falloir en plus gérer la vitesse, le plan, l'axe, etc. Donc, vous voyez, on ne fait pas tout en même temps. Petit à petit, on va rajouter des difficultés et un exercice supplémentaire. Donc là, c'est du pilotage, mais si on se reprend la conscience de la situation, on a vu que pour la ligne droite, là, on demandait à notre stagiaire, il fallait lui demander de savoir se repérer par rapport au terrain, toujours. Eh bien, on va pouvoir, pareil, progressivement, là, rajouter de la difficulté. Dans un premier temps, on va simplement lui demander dans quel axe il faut aller pour retourner vers le terrain. Ensuite, on va compliquer en lui demandant le terrain, donc dans quelle direction il est, mais
à quelle distance aussi. Donc, il va commencer à utiliser sa carte avec ses cercles ou une application de navigation pour déterminer à quelle distance il est du terrain. Ensuite, bah, la distance, c'est bien, mais il va falloir travailler avec la finesse et lui proposer de faire un petit calcul à finesse 20, par exemple. Eh bien, là, le terrain est dans telle direction, à telle distance, donc il faut qu'on soit à quelle hauteur pour être bien. Après, on introduira aussi la hauteur du tour de piste, parce que c'est bien d'arriver sur le terrain, pas à zéro, mais avec au moins suffisamment de hauteur pour faire le tour de piste. Et puis après, il va falloir tenir compte du vent, etc., etc. Voilà. Donc, petit à petit, on va rajouter de la difficulté. On ne fait pas tout d'un seul coup, mais petit à petit, on va l'habituer à avoir un raisonnement de plus en plus complet, disons, pour avoir une solution qui prendra en compte tous les paramètres. Alors, pour chaque étape, l'instructeur gère la charge de travail. Alors, la charge de travail, ce petit rectangle, en fait, on va considérer que c'est un réservoir, le réservoir interne du stagiaire qui lui permet d'absorber la charge de travail. Donc, nous, en tant qu'instructeur, on va remplir ce réservoir, mais on va essayer de le remplir sans saturer, c'est-à-dire qu'il faut quand même laisser de la place. Il faut, voilà, disons que là, on a donné à notre stagiaire un certain nombre de connaissances, de compétences pendant la leçon, et donc, ce réservoir, il est variable d'un stagiaire à l'autre. Il y en a qui ont un réservoir qui va être plus large, on va pouvoir mettre plus de choses. Et puis même un même stagiaire d'un jour à l'autre, un jour il va être fatigué, le réservoir sera plus petit, on ne pourra pas mettre autant de choses que le coup d'avant. Donc ça, c'est l'instructeur qui doit essayer de bien capter l'état de son stagiaire et de faire attention de ne pas le saturer, donc de laisser de la place disponible. Il ne faut pas trop en mettre à la fois. Et après, une fois que le vol est terminé, eh bien, il va y avoir un débriefing. Donc, on va consolider un peu les connaissances et les compétences qu'on a données à notre stagiaire. Et puis, il va y avoir une période de repos, un jour ou deux, ou un peu plus, où il va sédimenter tout ça. Et quand il va revenir voler le coup d'après, eh bien, il y a une partie on va dire, des connaissances qui seront passées de la mémoire vive au disque dur. Ça se sera infusé. Et donc, on aura de nouveau un peu de place pour rajouter des compétences supplémentaires, des connaissances supplémentaires. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas que les leçons soient trop rapprochées. Il faut que c'est le temps de sédimenter, parce que ce n'est pas instantané. Il ne faut pas non plus que les leçons soient trop espacées, sinon après, il y a de l'érosion. Hein. Il y a une partie des informations qui vont se diluer, qui vont disparaître, et donc on va perdre un petit peu de temps parce qu'il faudra revenir dessus. Donc il faut essayer de trouver le bon rythme en fonction de la disponibilité et de la forme de notre stagiaire. Donc, on ne va pas trop vite et on se rappelle, il n'y a pas que le pilotage. En même temps que chaque leçon de pilotage, eh bien, il y a les notions, les différentes compétences qu'il va falloir rajouter. Mais pour ça, comme je l'ai dit, il va falloir, avant chaque leçon, bien lire la partie gauche pour se remettre en tête les choses qu'il va falloir lui montrer pendant le vol. Alors, où trouver les compétences requises? Eh bien, c'est dans le mémato, on l'a vu ça déjà. Donc, c'est la partie gauche de chaque leçon. On retrouve ça là-dedans. On va parler maintenant de l'opportunisme. Donc, la définition de l'opportunisme, c'est une conduite qui consiste à tirer la meilleure partie des circonstances. Donc, on a vu que dans le manuel, la partie droite, c'était le pilotage, la partie gauche, c'était les différentes compétences, mais il va y avoir des situations qui vont faire que il y a quelque chose qui n'était pas prévu, ni dans le pilotage, ni dans les compétences, et bien, on va essayer d'en profiter. Exemple, on revient d'un vol, on a la zone de pare-altitude et on s'aperçoit que la piste est engagée. Donc, on va le faire remarquer à notre stagiaire, hein, on lui montre, voilà, il y a deux planeurs qui sont posés sur la piste, là, et apparemment, ils ne sont pas dégagés. Nous, on vient pour se poser, qu'est-ce qu'on a comme option? Alors, la première, évidemment, ça va être d'appeler la radio pour demander à ce qu'on dégage la piste, mais peut-être qu'il n'y a personne au starter, que les gens sont occupés ailleurs. Enfin bref, ça se dégage pas forcément. Donc, d'abord, déjà, si on est dans la zone de altitude et que ça monte, la première solution, ça va être de rester en l'air, hein, en attendant que ça se dégage. Maintenant, si ça ne pompe plus et que ça descend, il va falloir quand même trouver une solution. Donc là, ça va être l'opportunité de dire à notre stagiaire, les deux planeurs sur la piste, ils engagent la moitié de la piste, il reste une autre moitié de piste. Si on prend le point d'aboutissement au milieu, au milieu de la piste, est-ce qu'il nous reste suffisamment de distance? Donc, on va lui faire calculer, il faut qu'il sache déterminer quelle distance il a besoin pour s'arrêter. Et quand on est à la moitié de la piste, est-ce qu'il reste suffisamment pour arrêter avant le bout de piste? Donc ça, c'était une première option, un calcul qu'on va lui faire faire. Ou alors, s'il y a une deuxième piste, une piste en croix, est-ce qu'on va pouvoir se poser? Est-ce que le vent va nous permettre de nous poser en sécurité sur la deuxième piste? Est-ce qu'on sera vraiment arrêté avant la croisée des pistes pour ne pas interférer avec le QFU principal? Il y a plein d'options comme ça qui peuvent être testées. On va faire un petit calcul. Donc, il faut essayer
voilà, différer l'atterrissage si possible, modifier le point d'aboutissement, utiliser nos pistes, c'est ce que je viens de dire. Et donc, pour chacune des options, on va lui faire calculer les risques, d'abord trouver les options, ensuite calculer les risques associés à cette option, et puis finalement prendre une décision, la meilleure possible. Voilà, ce ne sera pas forcément toujours la même, mais dans le cas particulier de ce vol-là, par exemple, ça pourrait être de prendre un point d'aboutissement à la croisée des pistes, et puis enfin, à mi-piste, je veux dire, et puis se poser au bout. Voilà. Donc ça, c'est une opportunité, ce n'était pas prévu dans la leçon, mais ben, on en profite pour lui montrer et l'éduquer à anticiper les situations et à prendre des décisions. Autre petite situation qui peut être intéressante à exploiter, c'est les messages radio. Alors, nos stagiaires, souvent, les messages radio, déjà de les faire, c'est une charge de travail pour eux. Hein, ça leur prend beaucoup de ressources. Ils savent que pour le décollage, que ce soit au treuil ou au remorqué, ils vont avoir des messages formatés à faire au décollage et ainsi qu'en approche. Et donc, ils vont essayer de le faire. Tout va bien, continue Roger. Voilà, la radio, bah, ça c'est le moment de faire la radio, je vais faire mes messages. Mais ils n'ont pas forcément conscience de l'importance de ces messages et surtout qu'il y a aussi des messages qui peuvent être importants en dehors de ces périodes de décollage et d'atterrissage. Donc, en vol, quand on entend un message, bah, souvent, ça peut être intéressant de demander à notre stagiaire, tiens, t'as entendu, il y a eu un message là, qu'est-ce qui a été dit? Généralement, ils ne captent pas, ils sont dans leur exercice de pilotage et la radio, finalement, pour eux, c'est souvent un bruit de fond. Un bruit de fond, donc c'est l'occasion de leur montrer que bah, si tout le monde parle et discute en permanence, effectivement, c'est un bruit de fond et plus personne fait attention à ce qui se dit. Donc là, c'est le moment de l'éduquer à n'utiliser la radio que pour les messages de sécurité. Donc, on essaie de le faire s'exprimer en dehors de ces messages formatés. S'il y a une information importante qui peut être utile aux autres planeurs, eh bien, on va lui apprendre à parler et lui dire, à dire un message de sécurité. Et puis, quand il y a un message qui est sur la fréquence, eh bien, on va essayer de le faire capter et lui demander, bon, analyse ce message, est-ce que c'est important pour nous? Par exemple, ici, vertical du truc, il commence à pleuvoir. Donc, la solution, ça peut dire, bon, allez, on se pose. Mais non, on va essayer d'analyser. Donc, si Villetruc, c'est dans l'ouest et que le vent vient de l'ouest, eh bien, effectivement, peut-être c'est embêtant parce que ça se rapproche. Maintenant, si c'est le contraire, si c'est à l'ouest et qu'il y a du vent d'est, bon, peut-être c'est pas grave. Donc, on va essayer de lui demander, bon, là, on est où par rapport au terrain? La météo, elle est comment? À ton avis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est important pour nous? Est-ce on se rapproche du terrain ou est-ce que finalement, pour nous, c'est pas important ce message? Donc voilà, on va essayer de profiter des messages radio qu'il va y avoir pour lui apprendre à communiquer, à bien comprendre que la radio, ça peut être important, c'est autre chose que les messages formatés au départ et à l'arrivée. Il peut y avoir des informations intéressantes et puis surtout d'être un petit peu à l'affût de ce qui se passe parce qu'il peut y avoir une information importante. Et donc, dans le cadre de la formation, l'instructeur va apprendre à son stagiaire à faire la sélection des messages et à voir ce qui est important pour lui ou pas. Voilà, aider à trouver des solutions qui mènent à une décision. Donc, l'instructeur éveille la conscience de la situation de son élève. As-tu entendu le message radio? Où est-il? Est-ce que ça nous concerne? Quelles conséquences sur notre vol? Voilà. Donc ça, c'est faire preuve d'opportunisme parce que c'est pas quelque chose qui est prévu ni dans le pilotage, ni forcément dans les compétences dans la partie gauche, mais c'est une situation intéressante à utiliser. Alors la méthode, eh bien, c'est le même atout pour nous. Donc il y a le code couleur qui est utile, qui peut nous aider, mais donc c'est important d'avoir le même atout ouvert à la bonne page, avec le format qu'il a et les spirales, ça permet de l'avoir sur les genoux, même en vol. Et donc au moment du briefing, c'est bien de l'avoir pour bien, je l'ai redit, regarder quelles sont les compétences qu'il va falloir travailler pendant cette leçon, en plus du pilotage, d'accord. Et puis c'est encore plus important au niveau du débriefing. Alors, il y aura un module spécifique pour le débriefing, mais sachez que le débriefing, c'est quand même très lié à la formation par les compétences. On l'a vu dans la vidéo, c'est-à-dire qu'un exercice peut être raté pour chacune des compétences ici. On peut avoir un échec, mais tant qu'on n'a pas discuté avec notre stagiaire, pour l'instructeur, ça peut être très difficile de déterminer pourquoi il a réussi ou pourquoi il a raté un exercice. Parce que ça peut être pour plein de raisons différentes, on peut avoir le même échec. Donc, pour ça, il faut vraiment que le stagiaire, il faut qu'il ait conscience de si déjà il a réussi son exercice ou s'il l'a raté, parce que des fois, un stagiaire peut avoir l'impression d'avoir réussi alors que finalement non, ou au contraire, il peut avoir l'impression d'avoir raté alors que finalement, ce qu'il a fait, c'était pas si mal. Et ça peut se déterminer que si on discute avec lui. Donc, la discussion lors du débriefing est très importante. Il faut le faire parler et être sûr qu'il a bien capté ce qui était bien et ce qui était moins bien.
Alors, on commence bien sûr dans le débriefing toujours par dire ce qui est bien, hein, pour ouvrir ses chakras. Donc, il ouvre tout, il est content, il est satisfait. On lui dit tout ce qui est bien. Et puis, bah, là, au moment où justement il est bien réceptif, on en profitera pour appuyer sur les points qui étaient un petit peu à améliorer. Et donc, ça sera une bonne occasion d'améliorer et de bien lui faire comprendre ce qui n'a pas été pendant le vol. Donc là, la partie débriefing est très importante au niveau de la formation par les compétences. Alors, on va se baser sur le mémato, évidemment, puisque c'est là-dessus que tout est marqué. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est amené à vivre, hein. À fur et à mesure, c'est quelque chose qui est encore assez nouveau. Donc, si vous voyez qu'il y a des améliorations à faire, des choses à modifier, bien sûr, il faut faire des remontées, hein. On fera évoluer cette méthode. Il faut s'adapter aussi aux conditions du jour, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire notre briefing, il va falloir aussi prendre en compte les erreurs et les menaces, notamment les menaces ici, hein. Donc la météo éventuelle, les NOTAM quand il y a une activité particulière, les pistes, les moyens de lancement, le trafic, est-ce qu'on est sur un terrain contrôlé, un terrain à fils, etc. Donc tout ça, ça doit être pris en compte également, ça fait partie des choses dans le savoir-faire et dans les savoir-être qu'il va falloir prendre en compte. Et il faut adapter la séance aux stagiaires, hein. Il va falloir faire attention à sa réceptivité, voire essayer de remplir le réservoir, mais pas complètement, de ne pas le faire déborder, comme on a vu ça tout à l'heure, hein. Faut voir s'il est motivé, s'il est impliqué, hein, s'il est un peu malade ou s'il n'est pas en forme, il faut essayer de détecter que ce jour-là, peut-être on en fera un petit peu moins, hein. On va vérifier l'avancée dans la progression et puis voilà, s'il est un peu malade ou pas en forme, il faut en tenir compte, bien évidemment. Alors, on va parler maintenant de l'exemplarité. Donc, un élève n'apprend pas uniquement au travers de ce qu'on lui dit lors d'une leçon, mais il apprend aussi notamment en observant et en écoutant. Il s'inspire des comportements des uns et des autres, et en particulier d'une autre. Donc, il y a des jeunes qui se destinent à des carrières aéronautiques, donc ceux qui vont poursuivre, ils auront plein d'instructeurs, mais nous, on est le plus important parce qu'on est le premier. On est celui qui va donner la base, la structure de pensée et de pilotage, et donc ça va être le basique, hein. Et en général, quand on prend des habitudes, on les garde. Donc, si on a donné des mauvaises habitudes à notre stagiaire, il y a toutes les chances qu'il va les garder. Alors que si on lui donne des bonnes habitudes depuis le départ et qu'on est vraiment très rigoureux, on ne déroge à aucune règle, ça va lui donner un niveau de compétence nettement supérieur au niveau de la sécurité des vols, ça c'est certain. Il ne faut surtout pas déroger aux procédures et aux consignes de sécurité. Si par exemple, un jour, on est un petit peu pressé, on zappe l'après-vol parce que le planeur, il n'a pas été démonté, c'est bon. Non, ça c'est absolument à ne pas faire. Parce que si un jour le stagiaire, lui, plus tard, un jour il sera un peu pressé et il risque de zapper l'après-vol parce que justement il a vu qu'une fois nous, on l'avait fait. Donc, à ne surtout pas faire. Ou par exemple, autre exemple, on vient de se larguer, on n'a pas trouvé de pompe et puis on arrive en vente arrière et puis là il y a du 2 mètres. Il ne faut absolument pas raccrocher en vente arrière, il faut être très rigoureux. On va montrer à notre stagiaire que on est en début de vente arrière, on poursuit l'atterrissage, on ne raccroche pas, hein, parce que si on raccroche une fois, peut-être que dans sa période d'entraînement solo un peu plus tard, il aura le même problème et puis il se rappellera que finalement on a raccroché et puis ça a marché et ça peut se terminer par une autorotation et puis un accident, tout simplement parce qu'une fois on a dérogé à la procédure et que malgré le fait qu'on lui dise il ne faut jamais le faire et on l'a fait une fois, il ne faut pas le faire. Voilà. Donc ça, c'est l'exemplarité, ce n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule, hein, c'est une réflexion du docteur Schweitzer. Donc c'est extrêmement important. Nous, en tant que premier instructeur, on va lui apprendre le basique. Et quand ça ne va pas, plus tard, quand on a des problèmes, en général, c'est back to basic. Et peut-être que quelque chose qu'on lui a montré aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, ça lui sauvera la vie parce que ça lui c'est quelque chose qui ira dans ses acquis de base et il s'en rappellera. Au moment où il en a besoin, ça ressortira et ça lui servira. Donc voilà, l'exemplarité, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut faire ce qu'on dit, hein, et jamais faire le contraire. Appliquer, expliquer toutes les consignes, donner du sens, hein, on en a parlé tout à l'heure pour l'après-vol, mais c'est valable pour toutes les procédures, hein. Toutes les procédures, il faut bien expliquer pourquoi on fait ces procédures et si on ne les fait pas, quels sont les risques et les menaces associées. Il faut prendre le temps de faire les choses avec notre stagiaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la productivité prendre le pas sur la qualité de la formation, hein. Il y a un jour où les conditions ne sont pas extraordinaires, on en fait un peu moins, mais on essaie de profiter au mieux de la situation pour faire quelque chose de bien, même si on ne fait pas tout ce qui était prévu, au moins ce qu'on a fait, ça aurait été bien fait.
Ou alors le pilote est un peu fatigué, ben c'est pareil, on fait attention de ne pas le saturer, on en fera un petit peu moins, mais on essaye de rentabiliser et de l'exercice au moins qu'on aura fait, il aura été rentable. En tant qu'instructeur, il faut maintenir ses connaissances à jour, ça c'est très important, hein. Donc on a le e-learning maintenant gratuitement. On a la revue Action Vitale, il y a tout ce qui est sur le site atocnvd.net. Donc, il faut maintenir ses compétences à jour, c'est indispensable pour être opérationnel et apprendre les bonnes choses à notre stagiaire, hein. La réglementation évolue, donc il ne faut pas en rester à ce qui se passait avant. Non, voilà. Il y a eu pas mal de changements là entre le BPP, ensuite la licence FCL, maintenant la SFCL. Maintenant, ça va rester stable. Donc maintenant, on peut investir sur les connaissances, c'est quelque chose qui va rester stable, donc, et il faut bien être en possession de toutes ces connaissances pour bien aider notre stagiaire. Il faut être empathique, s'intéresser à nos stagiaires, développer les liens de confiance. Il sera plus réceptif, hein. On a vu qu'au niveau de l'enseignement par les compétences, le débriefing, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et donc, le débriefing, c'est de la discussion. Donc, il faut vraiment que le stagiaire donne son ressenti. Et pour ça, il faut qu'il ait confiance, il faut discuter, il faut absolument essayer de sortir. Il faut être sûr qu'à l'issue du débriefing, il ait bien capté ce qui était bien et ce qui était moins bien, hein. Et évidemment, il faudra en parler, on va en parler juste après, il faudra remplir la fiche SSO. Mais ce qu'on dit au briefing, il faut que ça soit marqué exactement la même chose qui sera marquée dans la fiche GSASO, hein. Et donc, on l'a dit, ce qu'il acquiert de notre part, nous le premier instructeur, eh bien, il va le garder pendant toute sa vie. Donc, les conclusions du debriefing doivent apparaître dans le livret de progression GSASO. Donc, lorsqu'on fait son debriefing avec son stagiaire, on lui dit ce qui a été bien, ce qui était moins bien. Mais il faut que ça soit exactement la même chose qui soit marqué dans la fiche de progression, bien évidemment, hein. On ne va pas lui dire c'est bien et puis après marquer que c'est quelque chose qui n'a pas été si on ne lui en a pas parlé. D'une manière générale, l'idéal c'est de remplir la fiche de progression avec le stagiaire. C'est pas toujours pas facile de le faire en piste, donc des fois c'est vrai qu'on peut être amené à le faire plutôt le soir alors que le stagiaire n'est pas là, donc il lira ça après. Mais c'est important de remplir, voilà, d'enrichir avec un minimum de commentaires. Si tout se passe bien, a priori, bon, il n'y a pas forcément besoin d'écrire beaucoup de choses. On a pour chaque item, on a 500 caractères possibles. Ça représente, vous voyez là, il y a 3 phrases, ça fait 380 caractères à peu près, donc on peut marquer 3-4 phrases. C'est important pour le stagiaire qui va lire ça ensuite. C'est important aussi pour l'instructeur qui va suivre. Bon, alors, s'il n'y a qu'un seul instructeur dans le club, on sait très bien que le prochain, ça sera encore nous. Mais heureusement, ce n'est généralement pas le cas. Il y a plusieurs instructeurs, donc c'est bien de rajouter des petits commentaires. Alors là, on est sur la partie compétences. Donc, il y a un projet en cours de notation dans GSASO pour les compétences avec des petites vignettes sur lesquelles on pourrait cliquer pour expliquer, pour remplir, hein, donc les compétences qui ont été bonnes ou moins bonnes en fonction de la leçon du jour. Pour l'instant, c'est un projet, ce n'est pas encore, ça n'a pas été développé, il y avait trop de choses à faire en même temps. Donc pour l'instant, on en reste à l'écriture simple, hein, c'est-à-dire qu'on va rédiger quelque chose, par exemple, sur la conscience de la situation ou la gestion de la charge de travail ou sur les décisions qui ont été prises, en quelques mots, hein, pour bien faire apparaître donc le résultat de cette formation par les compétences, quand même dans GSASO, en plus du pilotage, puisqu'on a vu que le pilotage était bien, mais ce n'était pas suffisant. Donc, c'est important d'avoir ces remarques pour l'instructeur suivant, j'en ai parlé, hein, et également pour le stagiaire, afin qu'il puisse se situer dans sa progression. Voilà, on arrive au bout de ce petit module sur la formation par les compétences, hein. Les points clés, eh bien, c'est de garder en tête les compétences, ou si on ne les a pas en tête, de les avoir sur le même atto, pas loin, hein, lorsqu'on fait le briefing ou le débriefing. On a vu qu'il fallait aborder ça avec progressivité, hein, pas tout en même temps, petit à petit, on rajoute de la connaissance et des compétences. On fait preuve d'opportunisme, c'est-à-dire que dès qu'il y a une situation un peu particulière qui va permettre de former notre stagiaire à un point particulier à prendre des décisions, on en profite, parce que peut-être que au moment où ça sera prévu dans la progression, eh bien, on n'aura pas l'opportunité d'avoir cette situation, donc quand elle se produit, on en profite. On se met à la place du stagiaire, c'est-à-dire qu'on essaye de bien capter qu'est-ce qu'on peut lui apporter ce jour-là en fonction des conditions extérieures, de sa forme à lui, de notre forme à nous. On essaye de bien en profiter, de profiter de cette situation pour ne pas être trop productif, mais d'être bien efficace en fait. Et puis, commenter dans GSASO pour aider l'instructeur suivant à poursuivre cette formation par les compétences.
Voilà, ça c'était la petite conclusion. Donc, ça termine ce module sur la formation par les compétences, qui était un module, comme je l'ai dit tout à l'heure, de remise à niveau, mais qui est également le module de formation de base pour l'acquisition de la qualification instructeur planeur. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bons vols.